Parlons un peu de la visualisation. Pour visualiser quoi? Parce que justement... le triard. En tout cas, moi, je vois le nombre de zéros. Le nombre de zéros, je fais, ah putain, il y a trop de zéros, j'arrive pas à les visualiser. Je sais pas, quoi. Donc tu dois choisir une religion maintenant, là, sur le podcast. Tu nous dis... Tu nous dis... On a des propositions. C'est aussi le business le plus alambiqué du monde. Ah ouais, non, en fait, on va en Italie pour faire une cagnotte, pour avoir le food truck, pour faire le tour de la... C'est genre... Comment le truc est tellement compliqué, quoi. Donc Paolo, on a prévu un programme pour toi. Je te lis le programme de l'épisode d'aujourd'hui. Très bien. La question, se faire casser la mâchoire pour des vues, ça valait le coup? Une question un peu piège. Le business lucratif des camps de Muay Thai, là on est dans le gros du podcast. Ton plan pour devenir une star des réseaux sociaux en Chine. Et que faire d'une chaîne à 140 000 abonnés. Pour commencer, comment est-ce que tu te présentes pour les gens qui ne connaissent pas? Je pense que le truc qui me définit le mieux, c'est créateur de contenu. Parce que depuis que j'ai 18 ans, en fait, aujourd'hui j'en ai 26, j'ai toujours créé du contenu, que ce soit dans mon stage de fin de licence. Après, j'ai lancé un petit business sur YouTube sur l'apprentissage des langues. Après, j'ai travaillé à l'atelier Missor. Et là, maintenant, j'ai ma chaîne YouTube. Donc, en fait, j'ai toujours créé du contenu. Je pense que c'est le truc qui me définit le mieux. Et pour préparer l'épisode, j'ai regardé l'interview que tu avais fait avec Antoine. Ouais. Et j'étais très déçu parce que il a pris la première question que je voulais te poser, qui était aujourd'hui, comment tu gagnes de l'argent? Ok. Bah, ça a changé. Ça a changé, donc tu auras une réponse inédite. Mais à l'époque, quand j'ai fait le podcast avec Antoine, j'avais un groupe privé, une communauté privée, par abonnement, où certains de mes abonnés payaient donc, mensuellement pour avoir accès à plus de contenu. C'est une offre que j'ai lancée un peu pour voir ce que ça donnait. Et je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail. Boulot, ouais. Et en fait, je faisais plus de contenu pour ça. Et du coup, j'avais plus le temps pour faire du contenu pour ma chaîne YouTube. Donc, ça a été un problème. Et puis même, Donc, au moment où tu as fait l'interview avec Antoine, le chiffre que tu donnais, je crois, c'était environ 20 € par mois. Ouais. Et tu avais environ 200-220 personnes dedans. Ouais, c'est ça. Au début, au lancement, le premier mois, j'avais 275 personnes. Et donc, ça a duré 6 mois. Parce que je l'ai arrêté là en février. Et à la fin, on était à 110 personnes. Et j'ai arrêté pour ces raisons. Parce que ça me prenait trop de temps. J'avais plus le temps de créer du contenu. Et aussi, en fait, il n'y avait pas tellement de... Je me sentais pas tellement utile dans ce que je faisais. Parce que je résolvais pas un problème. C'était juste... J'ai l'impression que ça marche rarement, en fait, ça. De vouloir convertir ses abonnés en personnes qui payent. Tu vois, toujours les Tipeee ou les Patreons, c'est toujours des chiffres tout petits. Et pareil, en contenu, bon, tu fais un jour plus tôt un peu de contenu exclusif. C'est pas... Ouais. En fait, beaucoup de gens qui sont des créateurs de contenu ou des formateurs veulent faire une offre à abonnement pour une raison qui est évidente, c'est qu'il y a du revenu récurrent et c'est sexy. Exact. En fait, il y a deux problèmes à ça, je pense. D'un point de vue, tu vois, d'une personne qui fait du marketing, des formations et tout. Je pense que le premier, c'est que c'est vachement plus difficile d'avoir une promesse qui est claire. Dire, je vais t'amener d'un point A à un point B. Parce que c'est un abonnement, il n'y a pas de durée de fin. Chaque semaine, je vais te raconter des trucs intéressants, mais c'est plus difficile d'avoir une promesse de transformation. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, tu ne te rends pas compte de la quantité de contenu qu'il faut mettre à renouveler pour faire ça. Et tu te dis, en fait, tu aurais probablement passé beaucoup moins de temps à faire une formation que tu aurais pu vendre plein de fois. Mais là, en fait, il faut que tu continues à créer du contenu. Et en fait, mettons, si chaque personne reçoit un module par mois, les gens qui sont au 12e mois, il faut que tu leur fasses encore du contenu pour eux, mais finalement il y a assez peu de gens qui arrivent jusqu'au 12e mois, donc tu es obligé constamment de devoir faire et c'est beaucoup de boulot. Et tu as beaucoup de churn, et en fait ce truc du revenu récurrent, c'est vrai, le revenu récurrent revient sur un truc de LTV. En fait, tu prends en moyenne combien de temps les gens restent, en moyenne combien ils payent, et c'est la valeur d'une personne qui rentre, puisque les gens partent au fur et à mesure. Ce qui veut dire que en fait, ce que tu compares, c'est pas je te vends une formation en one shot et je te vends un abonnement où dans ma tête je vais gagner de l'argent à vie, c'est plus je te vends une formation en one shot versus la somme en moyenne qu'une personne va payer sur le temps, et c'est assez difficile de le faire fonctionner là-dessus. Et je pense que ceux qui font des Patreons qui marchent, en fait, souvent la proposition de valeur, c'est juste soutenez-moi. Ouais, exactement. Et du coup, il n'y a pas du contenu en plus à faire. Du coup, c'est une promesse qui est assez simple. Tu vois. Mais même ça, généralement, une chaîne qui a 500 000 abonnés, elle aura combien de Patreon, toi 200, 300, 500. Généralement, c'est comme un taux qui est très très bas, quoi. Bah, pas tant que ça en fait. Ça dépend. Ça dépend. Par exemple, l'autre jour, je regardais un gars qui s'appelle Van Neistat. Il était mentionné dans une des vidéos que j'ai fait récemment. C'est le frère de Casey Neistat. Il a environ 500 000 abonnés sur YouTube. Il a quasiment, je crois, 5 000 personnes sur Patreon. Et il fait environ 15 000 $ sur Patreon. Tu vois. Pour un gars qui a 500 000 abonnés sur YouTube, qui fait une vidéo par semaine, qui a un peu d'AdSense, etc., mais qui fait, tu vois, 60, 80 000 vues par vidéo, je pense que les 15 000 $ de Patreon, ils font une vraie diff. Et c'est des gens qui sont là pour avoir des vidéos en avance,
mais ils sont là pour le soutenir parce qu'ils kiffent, ils veulent être dans la vibe, dans la communauté. Et parfois, tu vois des interactions qu'il a avec son Patreon. Donc, Vanessa, c'est un mec qui aime bien bricoler et tout. Et c'est que des mecs bricoleurs et tout. Enfin, tu vois, ils sont dans le même délire. Ils sont inculqués, tu vois. Ils sont dans la vibe et tout. Et donc, du coup, tu leur vends une identité plus que leur vendre du contenu. Je pense que ça, c'est les difficultés. Et je pense, avec du recul, je pense que j'aurais peut-être même dû faire un Patreon parce que je me suis rendu compte que énormément de gens qui ont rejoint ma communauté, c'était pour me soutenir, justement. Mais j'avais un peu cette réticence de faire un Patreon parce que je me dis, c'est spécial de demander des dons. C'est un peu mendiant, quoi. Ouais. Mais avec du recul, je me suis rendu compte que en fait, beaucoup de gens qui rejoignaient mon programme, c'était pour me soutenir, en fait. Ok. Voilà. Et donc, tu as arrêté cet élément-là. Qu'est-ce que tu as décidé de faire ensuite? Là, aujourd'hui, du coup, j'organise des événements en physique. On y reviendra peut-être après avec la box time, mais là, je suis revenu à Chiang Mai pour faire un événement, un bootcamp de Muay Thai. Ouais. Et j'ai aussi je me suis associé avec un ami à moi qui est freelance monteur vidéo. Et on a fait une grosse formation / accompagnement pour aider les gens à avoir les compétences pour devenir monteur vidéo et vivre de leur activité, quoi. C'est vraiment parce que j'ai exactement le même projet qu'on a lancé. Je sais. les grands esprits se retrouvent. Et du coup, ça, tu t'y penses comme étant un side project où toi, tu apportes le marketing, ou est-ce que ça fait partie de ta marque Paolo Z? On va dire c'est assez... Non, ça n'a pas trop de rapport avec ma marque, hein. C'est plus mon ami s'occupe de tout ce qui est opérationnel, former les gens, aider les gens, et moi c'est plus je vais en parler en fait à mon audience, et s'il y a des gens qui sont intéressés, ça fait partie quand même de la marque et tout. Voilà. Ouais. Là, dans les rencontres auxquelles je suis allé dernièrement sur un peu formateur francophone, etc., la grosse tendance, c'était les gens qui ont pris une compétence particulière, qui peuvent te permettre de gagner ta vie et qui t'enseignent cette compétence. Et on est vachement descendu des grosses promesses, deviens millionnaire avec le dropshipping, etc. Et en ce moment, beaucoup de gens qui pop, c'est des trucs pas ultra sexy, genre deviens community manager, deviens monteur vidéo. Enfin, tu vois, des trucs qui sont cool. Je veux pas dire que c'est pas cool. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que la promesse, elle est juste gagne ta vie. Et on est attention. Et ça, je trouvais que c'est une grosse tendance. Et je pense qu'il y a pas mal d'opportunités pour les gens aujourd'hui qui ont une compétence particulière, genre truc con, genre tu vois, t'es expert en data ou je sais pas quoi, ou codeur par exemple. Ça, c'est un bon marché. Freelance dans n'importe quoi, freelance graphic designer, freelance n'importe quoi, tu peux. Et aussi pour les freelances, je pense aussi à ce moment quand ils sont arrivés à un certain cap, il y a soit ils vont peut-être faire une agence ou alors créer une formation. Et l'agence, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de gérer une agence que de faire une formation. Donc il y a un peu ces deux voies, j'ai l'impression. Ok, donc on a la partie formation là. On a la partie Muay Thai. Parle-nous des événements physiques. Parce que ça, c'est aussi, je pense, une grosse partie pour beaucoup de gens qui n'osent pas le faire parce qu'ils se disent, OK, il faut que ça fasse de la formation. Et en fait, moi, mon idée, c'est que le but, c'est de résoudre un problème. Et parfois, une formation n'est pas le meilleur moyen de résoudre un problème. Parfois, il vaut mieux faire un événement physique et tu transformes mieux la vie des gens en fait, comme ça. Exactement. Justement, tu parles de transformer la vie des gens, mais moi, je me suis rendu compte, dans la création de contenu, j'ai fait énormément de choses et je me rends compte que les événements comme ça en physique, donc j'en ai fait, là c'était 10 jours, mais j'en ai fait aussi qui duraient 30 jours. Et je me suis rendu compte que c'est ce qui plaisait le plus. Et à chaque fois, la satisfaction des gens, elle était la plus grande. En plus, toi, tu la ressens parce qu'ils sont là. Exactement. Et c'est l'humain. Et je pense que il y a énormément de gens sur Internet qui cherchent l'humain. Et tu l'as que dans les événements où tu es en physique avec les gens. Et moi, je trouve que c'est très épuisant aussi. Mais c'est aussi... c'est satisfaisant personnellement de voir les gens. Et aussi, en fait, quand tu ramènes des gens qui ne se connaissent pas avant... et tu vois qu'ils deviennent amis, qu'ils rigolent, qu'ils font des blagues ensemble, c'est vraiment cool, Donc pas mal de la logistique. T'as combien de personnes dans un camp comme ça? Peut-être 10 jours? Ouais, 10 jours. Bon, là, en fait, j'ai fait 3 événements en tout. Les 2 premiers n'avaient rien à voir et c'était des tests. En fait, à la base, c'est né d'un moment où, avec 3 de mes potes, on voulait louer une petite maison dans le sud de la France et se regrouper pour bosser ensemble. Et on s'est dit, pourquoi pas inviter des abonnés, en fait, et créer un petit programme et faire payer ce programme pour venir avec nous, passer 30 jours. On est focus sur nos projets, on bosse, on échange ensemble. Et donc ça c'était le premier. Il n'y avait pas tellement de plans, c'était pas super bien organisé, mais les gens ont quand même bien aimé. J'ai fait des super rencontres. Et là, tu avais eu combien de personnes là, j'avais eu 4 personnes. Ok. 4 personnes. Et après, on l'a refait. Là, on est 7 personnes. On avait invité 7 personnes dans une plus grande maison. Et là, c'était en France. Et là, aujourd'hui, en Thaïlande, c'était 10 jours, donc plus 30 jours, dans une villa,
J'avais donc chauffeur, cuisinier, tout était fait en sorte que les gens en fait se concentrent juste sur l'entraînement et on s'entraînait 2 fois par jour pendant 10 jours. En Muay Thai, du coup. Voilà, exactement. Et combien de personnes, du coup 5 personnes. 5 personnes. Plus moi, 6. Ouais. Et donc, c'était des gens... Il y en avait qui faisaient déjà des sports de combat. Et il y en avait, c'était juste pour découvrir et aussi pour être dans cet environnement-là, quoi. Okay. Et c'était combien, du coup, pour participer ? Et après, c'est un peu quoi le breakdown des différents coûts Tu peux partager ça ? Ouais. Du coup, la place, c'était 2500 € sans le billet d'avion. Et après, tu dis les différents coûts, t'avais la villa, t'avais le chef, t'avais ça représentait quoi après chacun Bon, j'ai pas les chiffres en tête là, mais je saurais pas dire, j'ai pas les chiffres en tête là. Ouais, mais voilà. Mais tu fais au moins 50% de marge dessus. Avant les taxes et les impôts. Ouais. Donc t'as quand même moyen de faire quelque chose. Ouais. Et la question, surtout je sais pas si tu connais Jeff Chan. Non. Jeff Chan MMA. Ah si. Bah, j'ai participé à un de ses camps. Ah, ok. Et mon problème, c'est que c'était nul parce qu'en fait, on était genre 60 dans une petite salle parce qu'en fait, il y a plein de demandes, donc il prend tout le monde. C'était pendant un jour ? Non, c'était pendant 5 jours. Un camp MMA ici à Chiang Mai qui faisait. Et d'ailleurs, c'était juste 2 jours après l'installation de ma fille. J'étais trop con. Je suis allé 2 jours, puis après, je suis plus revenu. Parce qu'encore une fois, il y avait genre lui comme traîneur, 60 étudiants, toi. Donc ça n'a aucun sens. Ouais, c'est beaucoup. Ouais. Mais lui, il expliquait justement parce qu'il fait aussi des formations en ligne. Ouais. Mais pour un truc comme le Muay Thai, en fait, ça marche pas très bien les formations en ligne. Toi, les gens, tu peux leur dire apprends à la maison, mais ça marche pas grand chose. Et lui, il arrivait à vendre 60, ce qui est énorme. 60 fois, je crois que c'était $1000. Donc $60,000 l'événement. Donc encore une fois, je pense qu'il aurait pu mieux organiser. Je pense qu'il a pas pris la bonne gym et autres. Ouais. Mais tu peux encore scaler en termes de nombre de personnes. Tu perds peut-être un peu le côté communauté par contre. Je pense qu'au-delà peut-être 10-15. Tu peux monter jusqu'à une quinzaine de personnes et garder un aspect communauté. Et au-delà, ça devient trop compliqué. Quoi. Moi, j'ai vu des endroits où il y avait 15-20 personnes, ça marche encore sur une semaine et tout. Après, le problème, je pense, c'est que la logistique scale, tu vois, parce que 15 personnes, il faut absolument les nourrir tout le temps. Tu peux pas tu peux pas les amener au restaurant, quoi que ce soit. Il y en a toujours un qui aura une allergie, un autre qui sera malade, un autre, ça devient un peu. Ouais, tu participes moins, du coup, t'es moins dans le truc aussi. T'es moins. C'est un métier, c'est un business, quoi. Tu vois, c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Tu vois, je vois des gens qui font des formations sur le voyage, tu vois. Qu'est-ce que tu vas aller voir une formation sur le voyage, tu vois ? Où est le besoin, le problème dur et tout. Mais après, t'emmènes les gens vivre des expériences. Les gens sont prêts à raquer pour aller vivre une expérience. Versus une formation, tu vois. Et je pense que ça, c'est le blind spot que beaucoup de gens ont de se dire, OK, il faut faire de la formation parce que c'est dématérialisé. Effectivement, ce que tu fais là, ça a un peu plus d'effort. Mais je pense que l'impact que tu peux avoir par personne versus faire une formation sur le Muay Thai, c'est juste le jour et la nuit. Quoi. Exactement. Et puis aussi, moi, en fait, c'est de base quelque chose que je ferais tout seul, en fait, m'entraîner. Voilà, exactement. Et là, en plus, j'ai un chef cuistot qui cuisine trop bien. Je m'entraîne. Je suis avec mes abonnés, donc c'est des gens aussi avec qui ça match. Donc en vrai, moi aussi, c'est trop bien. Bon, après, la charge est assez grosse parce que je fais les entraînements et en même temps, je dois penser à l'organisation, tout ça. Donc peut-être plus tard, travailler avec quelqu'un pour m'aider sur ce côté-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un modèle où tu fais venir le coach Muay Thai plutôt en France pour limiter le trajet des gens? Après, moi, vraiment, je me suis rendu compte que ce que les gens aiment, c'est venir en Thaïlande, voir la salle, comment elle est, être en Thaïlande et s'entraîner dans le berceau du Muay Thai, quoi. Compris, ça, c'est... Et tu penses qu'il y a une opportunité par rapport à ça? Ça ressemblerait à quoi, du coup? C'est le faire plus souvent, le plus grosse échelle? En fait, ce que j'avais vu, c'est qu'en moi, de base, quand j'ai fait ma vidéo sur le Muay Thai, donc j'ai fait un camp à Koh Phangan, et je suis allé dans un camp qui est géré par un Français et il a mis en place d'ailleurs que j'ai vu que chez lui, mais un programme qui coûte 1800 € où pendant 30 jours, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu as un scooter, tu as la nourriture, la chambre, tout ça, tout est compris et à la fin, tu fais un combat. Voilà. Et... Est-ce que tu as vu la tête de Paolo après son combat? J'ai vu, T'as vu un œil en moins. T'as un peu balisé là-dessus quand même, parce que moi j'aurais bien balisé. J'avais peur, j'avais vraiment peur. Je me suis dit peut-être que quand je vais réouvrir mon œil, je vais plus rien voir. Mais ouais, bon, tout ça pour dire que du coup, moi j'ai fait ce programme-là, je faisais mes vidéos en même temps sur Instagram, donc tous les jours je postais mon reel en même temps que je m'entraînais. Et j'ai pris sur un mois, j'ai pris 40 000 abonnés sur Instagram, donc ça a vraiment bien marché. Mes vidéos ont fait beaucoup de vues et je recevais tous les jours des messages de gens qui me disaient je veux faire pareil ou c'est quoi le site, combien ça coûte, dis-moi, je veux faire pareil. Et
Et du coup, en fait, ils ont tous contacté le gérant. Et là, maintenant, il est booké pour l'année entière. Il a plus de place. Il est obligé de construire des dortoirs autour de sa salle, de l'agrandir. Tellement. Tu as dû demander une commission. Exactement. Ouais. Et voilà, je me suis rendu compte en fait que parce que 1800 € pour un Européen pour vivre cette expérience, c'est rien du tout. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens même, je pense, qui sont prêts à payer beaucoup plus cher pour avoir ça. Et pour lui, ça lui revient pas à si cher que ça. Donc je me suis dit, ok, en fait, ce business-là, il est quelque chose à faire. C'est d'avoir carrément une gym dédiée à ça. T'as ton truc, t'as ton business que tu fais tourner en Thaïlande. Chaque mois, tu fais rentrer une cohorte. Tu dis, ok, il reste 10 places sur la prochaine cohorte de gens. Et tu fais tourner le truc, en fait, c'est ça le game. Le problème, c'est que du coup, tu deviens une chaîne de Muay Thai. C'est ça. C'est la difficulté sur ton contenu qui est assez éclectique, quoi. C'est ça, mais c'est pour ça que je me suis dit... en fait, le truc Muay Thai, c'est surtout sur Instagram maintenant. Parce que la majorité des gens qui me suivent sur Instagram, maintenant, c'est pour ça. Et à voir dans le futur, là, je vois, parce que je me suis rendu compte qu'il y a très peu de salles qui ont ce genre de programme. Et donc, à voir si... C'est pour ça aussi que je reste un peu plus sur Chiang Mai, pour voir avec des salles, pourquoi pas mettre en place ce genre de programme, tu vois. C'est vrai que tout est dans le sud, Phuket, Koh Samui, il n'y a pas grand-chose, Koh Phangan, il n'y a pas grand-chose à Chiang Mai encore. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que c'était... Enfin, lui, vraiment, juste avec quelques vidéos que j'ai postées, en fait, ça l'a... Pour une année entière, il a des clients... Il n'y a pas un autre qui l'avait fait aussi encore avant. Ouais, c'est Ulysse, justement. Il a combien de clients en même temps? Ça va prendre combien d'années entières? À l'époque, par mois, on était combien à faire le programme? On était, je crois, 6-7. 6-7 à faire le programme. Maintenant, il va agrandir. Et je pense aussi qu'il a trouvé des solutions pour prendre plus de personnes. Mais peut-être que ça devient moins bien aussi, c'est toujours le problème, en fait. Il y aura moins d'attention visualisée. Soit tu veux devenir une usine, ou alors tu restes plus avec un petit nombre de personnes. Et je pense aussi pour les youtubeurs qui veulent un peu exploser. Ah oui. J'ai remarqué, il y a tellement de chaînes YouTube où tu as 500 vues. J'ai fait un combat en Thaïlande sans entraînement, 200 000 vues, quoi. Mais maintenant, sur Instagram, je pense que l'algorithme aussi joue, mais je vois que ça, et ils vont tous dans le même camp, en fait. Parce qu'ils ont vu aussi que c'était... c'est pas facile de faire des vues, mais en tout cas... moi j'ai fait beaucoup de vues avec ça, avec cette expérience, et je pense qu'ils ont compris aussi que c'était un moyen. Il y a un vrai enjeu, toi. Exactement. Il faut que tu aies ton truc. Il faut que tu trouves une manière de le brander. Il faut que dans ton studio, tu vois, il y a un truc en fond, il y a un singe qui est dessiné. Il faut que les gens ils aient des gants avec des flammes. Tu vois, faut qu'il y ait un truc reconnaissable. Ou quand les gens voient, ils disent, ah ok, il est dans le camp de Paolo, et on connecte le truc directement. Et du coup, tous les contenus qui sont postés sont brandés, en fait. Exactement. C'est la même technique, c'est la technique habituelle de tous les cafés en Thaïlande, qui ont tous un mur un peu Instagram cool, avec le logo derrière, pour que comme ça, les gens prennent une photo forcément devant ce mur, et il y a forcément le logo. Il faut que tu comprennes quel est l'élément de branding qui connecte en fait tous les contenus et qui reviennent vers toi. Et après les gens se disent je vais aller en Thaïlande au bout du monde, je vais aller chez le mec que j'ai vu partout, chez qui tout le monde va. T'invites des youtubeurs, tu dis même les youtubeurs qui réussissent à mon avis, tu vois, genre des gars comme Thibaut Inchep, je sais pas s'il a déjà fait des contenus là-dessus, mais des contenus comme ça, eux ça leur parlerait, tu vois. Exactement. Et ils viennent faire le truc. Je pense qu'il y a une vraie opportunité. Carrément. Mais il faut quand même être prêt à faire un combat, ce qui est quand même un risque. En fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. Qui sont motivées. Ah ouais. Là, moi, en tout cas, dans mon Instagram, je vois que ça. Ils vont tous à ce camp-là, et puis ils vont faire le combat. Et je pense que l'innovation d'ailleurs de cette gym, c'est probablement de proposer le combat inclus, en fait. Parce que exactement, voilà, c'est ça. Sinon, c'est pas garanti, tu sais pas, c'est opaque, en fait. Exactement. Mais après, lui aussi, il a quand même une clause qui dit si à la fin des 30 jours, je vois que t'es pas prêt, ça va être trop dangereux pour toi, il y aura pas de combat. Donc ça, c'est... Et le choix des adversaires assez random, non? C'est en fait, tu tombes sur quelqu'un, tu sais pas trop pourquoi. Ils essaient quand même de trouver un truc équitable, ils trouvent, mais après forcément c'est pas vraiment forcément le même poids, le même niveau, mais ils essaient toujours de trouver un peu la meilleure personne. Et donc tu combats contre les autres gens de l'école? Non. Ou contre d'autres? Contre d'autres clubs, d'autres dojos. Exactement. D'autres salles, Tu défends l'honneur de ton sensei. Exactement, je confonds les références. Parlons un peu du truc de sport. Moi, il y avait un truc une vidéo que j'avais kiffé, celle où tu parles de la visualisation. Que tu avais faite. Donc, parlons un peu de la visualisation. Et après, explique-moi un peu si c'est un truc que tu as essayé de généraliser. Parce que la visualisation, c'est un truc dont tu entends toujours parler.
Et t'es un peu toujours en mode, ouais, mais en fait, tu le fais pas trop, quoi. Ouais. Toi, t'en fais ou pas, Sam? T'as essayé? La visualisation, non, j'en fais pas. Moi, j'ai l'impression que mon cerveau, il est pas capable de visualiser très bien, toi. J'ai des images un peu floues, toi. Ça va, ça part. J'ai pas mais pour visualiser quoi? Parce que justement. Le triard. Le triard, moi, je vois le nombre de zéros, tu sais. Le nombre de zéros, je fais, ah putain, il y a trop de zéros, j'arrive pas à les visualiser. Je sais pas, quoi. Mais justement, c'est ce que t'as dit, c'est que moi, la visualisation dans le sport, j'arrive à le faire et je comprends comment faire, mais dans d'autres secteurs de ma vie, par exemple le business ou la création de contenu, c'est moins visuel. Je vois pas comment tu peux. Mais tu peux même visualiser le fait de mettre un kick. C'est même pas la visualisation, tu peux imaginer. Exactement. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as fait des visualisations, toi, relatifs au Muay Thai? Moi, je pense que c'est que le Muay Thai en fait. En fait, il y a que le sport où j'arrive à visualiser. Mais c'est même pas la visualisation où je me vois. En fait, c'est plus. Je sais pas comment expliquer. Tu sens envoyer ton kick, tu sens frapper la personne. Tu as du mal à voir des images, mais en fait, tu ressens le truc corporel. C'est ça. Un peu comme quand tu fais de boxe d'ailleurs. En fait, moi, j'ai un truc chelou où j'ai du mal à visualiser des images, mais j'arrive facilement à entendre des trucs, tu vois. Okay. Entendre un truc Jeanne d'Arc, dans ma tête, comme si les gens me le disaient, tu vois. Okay. Mais j'arrive pas à visualiser un truc avec autant de détails que si c'était vrai. Tu sais, c'est un peu flou, j'ai du mal à visualiser. Je pense que et ça, c'est un truc selon les gens. Il y a des gens qui arrivent pas du tout. Il y a des gens qui arrivent pas du tout à se représenter des images mentales apparemment. Et pour eux, ils ont l'impression que c'est normal, tu vois. Mais en fait, ils n'y arrivent pas. Et je pense qu'il y a différents niveaux d'habilité. Donc, toi, tu avais fait ce truc au Muay Thai pour essentiellement te conditionner à être capable d'avoir le niveau d'agressivité dans le combat. Exactement. L'agressivité et sentir que en fait, je suis capable de mettre des coups puissants. C'était surtout ça. Ouais. Parce que quand tu t'es jamais battu, quand tu n'as jamais mis un coup vraiment fort, à part à l'entraînement, parce qu'à l'entraînement, tu vas jamais non, c'est sparring, voilà, exactement, c'est tranquille. Et j'avais besoin de sentir ce que ça faisait pour ensuite le refaire sur le ring. Et en vrai, c'était assez naturel. Mais le problème, du coup, avec la visualisation, c'est que en fait, ce qui s'est passé dans le combat, c'était uniquement ce que j'ai visualisé. Donc, en fait, je me suis un peu bloqué dans dans un certain schéma de combat, en fait. Parce que ce que j'avais pas imaginé, je l'ai pas fait en fait. Et voilà. Est-ce que tu attendais du coup de l'appliquer à autre chose ou là pour l'instant tu vois que le Muay Thai où ça fonctionne vraiment Franchement, à part le sport, non, j'ai pas essayé de l'appliquer. Non, j'ai pas essayé. Donc, il y a quelques années, j'avais fait un podcast avec Alexandre Cormon. Je sais pas si tu vois qui est Alexandre. Ouais. Donc c'est le plus grand coach, love coach, amour, etc. au monde et qui maintenant s'est implanté aux US et tout. Et lui, il me disait, il avait une visualisation très claire. C'était ok, moi je me vois sur scène devant genre 50 000 personnes et voilà, et c'était toujours sa visualisation. En fait, il voulait être cette personne sur scène et c'est intéressant parce que c'est à la fois une image très précise, très spécifique, mais à la fois une espèce d'étoile du Nord en fait, tu vois. D'abstraction. Tout ce qu'il y a derrière, c'est de se dire ok, je veux créer mon contenu, je veux devenir à la fois la personne qui est capable d'être sur cette scène, mais à la fois pourquoi les gens sont là en fait, ça suppose qu'il y a autour, tu vois. Et pour lui, c'était une vision très claire de là où il voulait aller et il faisait vraiment cet exercice de visualisation pour se motiver. Et j'ai rarement vu des gens qui faisaient ça en fait, tu vois. Parce que si vraiment tu me mettais dos au mur, j'aurais du mal à te peindre une image exacte de mon objectif, tu vois. Je veux dire, mon objectif, ce serait de développer mon business à tel truc, etc. Mais si tu me demandes de trouver une image qui représente ça, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Et je pense que si tu peux avoir ça, il y a un certain pouvoir, en fait. C'est un peu, je pense, un truc qui est visible dans la biographie de Schwarzenegger aussi, où il a une vision très claire. Il a vu le poster du mec qui était bodybuilder et qui jouait Hercule au cinéma, et il dit, moi aussi, je vais jouer Hercule au cinéma. Et après, il devient Hercule au cinéma. C'est juste incroyable, tu vois, le niveau d'exactitude qu'il arrive à avoir. Mais ouais, je pense que c'est un vrai truc. Si tous les jours, tu vois cette image de toi dans une certaine situation, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas un jour, en fait. Il y a un truc que tu as mentionné un petit peu au début sur lequel je suis curieux d'avoir plus d'infos. C'est l'atelier Missa. Donc, juste pour te dire, moi, j'avais déjà vu pas mal de vidéos. J'ai vu des vidéos faites par Florent Tavernier. J'avais vu les vidéos qui sont faites par Mister, etc. J'ai vu un peu tous ces gens. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui sont sortis de là, qui sont devenus youtubeurs. Mais je connais pas bien trop l'origine story de comment ça s'est créé, de pourquoi tu étais là-bas, qu'est-ce que tu as fait ensuite, tu vois. Et en gros, moi, j'ai vu ça de l'extérieur. Je me dis, tiens, des mecs qui font des statues, c'est vachement chelou, avec un gars barbu au milieu qui a une espèce de philosophie, qui porte des bretelles, et qui ont un look un petit peu. Et j'ai toujours été. Je trouve d'un point de vue branding, je suis d'un point de vue contenu, tout, c'était vachement intéressant. Mais j'ai pas tu vois, l'inside track, tu vois, juste le côté contenu. En fait, moi, à la base, je suivais un YouTuber que je pense que tu connais, Autodisciple, à l'époque. Et j'adorais ses vidéos, j'adorais son contenu. D'ailleurs, juste une parenthèse horrible, hein, mais tu sais ce qui lui est arrivé, tu sais ce qu'il fait aujourd'hui? Je l'ai vu à Paris l'été dernier. Okay. Après,
j'ai discuté avec lui. Bon, je sais pas s'il a envie que forcément je parle de ça, mais en tout cas, de ce que j'ai vu, il va bien. Donc, c'était un de ces exemples. Il y en avait un autre. Il y avait un gars qui avait un podcast qui s'appelait Nouvelle École. Comment ça s'appelait? Ah oui, Antonin Archer, ouais. Excellent, ouais. C'est deux personnes que j'ai en tête où ils avaient trouvé un format qui cartonnait. Exactement. Et tout le monde kiffait ce qu'ils faisaient. Ils ont inspiré plein de monde. Mais assez rapidement, au bout d'1 an et demi ou 2 ans, etc., ils ont arrêté. Ouais. Et je trouve ça beau. En fait, ils ont pas. Enfin, ils se sont arrêtés à un moment où. Ils ont pas eu cette petite truc des stats qui montent et tout. Tu dois continuer à faire. Ouais. Et c'est marrant que tu mentionnes les deux parce que moi, en plus, je les écoutais à la même période de ma vie. Je crois que c'était vers 2016. Et grosse inspiration. Et du coup, ça venait de Autodisciple parce que. On va dire que c'était Bon, il y avait Autodisciple, le gros youtubeur, et en dessous, il y avait un peu aussi des gens qui le suivaient, qui étaient un peu de la même bande. Ouais. Donc, il y avait Missor, il y avait Florent aussi qui commençait à faire ses vidéos. Et à un moment, Autodisciple cherchait des gens, donc c'était à la fin de sa chaîne YouTube, il cherchait des gens pour faire des vidéos sur sa chaîne YouTube. Il avait passé Autodisciple au pluriel. Les Autodisciples, exactement. Et moi, je vois ça, et j'avais une idée de vidéo qui était la thérapie du rejet. Donc en fait, le principe, c'est pendant 30 jours, chaque jour, j'allais dehors pour demander quelque chose de bizarre et malaisant à quelqu'un pour m'habituer au rejet et au non. Et je me suis dit, ok, si je lui propose cette vidéo, c'est sûr qu'il va adorer et il va poster ma vidéo sur sa chaîne. Okay. Et du coup, je fais cette vidéo, je lui propose, il est d'accord pour le faire, et ma vidéo se retrouve sur sa chaîne YouTube. Et en même temps, il y avait aussi la vidéo de Florent. Et Florent aussi commençait sa chaîne YouTube et il m'avait envoyé un message pour dire j'ai vu ta vidéo sur la thérapie du rejet, ce serait bien qu'on en fasse une à deux. Je viens à Lille parce que j'étais à Lille, je viens à Lille, on fait une vidéo ensemble et tout. Donc il est venu à Lille, on a fait une vidéo ensemble, super cool. Et quelques mois plus tard, c'était le moment aussi où Missor de son côté commençait à sculpter et je pense avait cette idée d'atelier Missor dans la tête. Et donc il a lancé ça avec Florent et Barbare Civilisé. Et j'ai vu à un moment qu'il cherchait des gens en CDI pour venir travailler à l'atelier Missor à Nice. C'était payé combien? La question. Un SMIC. Un SMIC, ok. Ouais. Et du coup, moi, je vois ça. Je revenais de mon échange universitaire à Taïwan. Je m'étais laissé 1 an pour faire juste du YouTube ou prendre des opportunités qui m'intéressaient. Et là, j'ai vu cette opportunité. Juste avant, j'avais vu les vidéos de Florent qui montraient un peu l'ambiance de l'atelier. Et je me suis dit, en fait, moi, c'est ça que je veux. En fait, je veux vivre cette aventure entrepreneuriale. C'était surtout ça qui m'intéressait. Parce que je voyais des jeunes de mon âge, dans le même délire, qui faisaient quelque chose de très original. Je me dis, j'ai trop envie d'y aller. Et du coup, j'ai postulé. Et comme je connaissais Florent, ça a facilité la chose. Ouais. Et je me suis retrouvé à Nice et je suis resté là-bas 1 an. Et voilà, super bonne expérience. Okay. Et le business n'a pas très bien fonctionné au final, non? Il y a eu des problèmes. Là, parce que normalement, ils ont un mode de distribution gratuit quasiment avec YouTube. Enfin, peu cher. Qu'est-ce qui fait que. Est-ce que c'est juste le produit est compliqué à vendre? Parce que en plus, les coûts de production ne devraient pas être si élevés. Non, mais après, j'ai pas envie de parler pour Missor. Et puis même là, ça fait un moment que je suis plus dans la boîte, donc je sais pas vraiment ce qui se passe. Mais aussi, je pense, c'était des gens, c'était leur première grosse entreprise. Et je pense que gérer un atelier comme ça, gérer des... Et puis c'est nouveau, comme tu dis, c'est unique. Ouais, exact. Et puis c'est très bizarre. C'est le truc, tu vois. Ils n'ont pas un fournisseur en Chine qui sait faire. Eux, ils doivent scaler leur production. Et puis, il y avait aussi un dilemme qui était, ils avaient envie de garder ce truc de fait à la main. Parce que il y avait la possibilité de construire des robots qui faisaient des statues à la chaîne. Ça, c'était possible, mais ils voulaient pas ça. Et est-ce que tu penses que c'est parce qu'en fait, c'était avec exactement le même produit à la fin. C'est quoi l'intérêt de l'artisanat, toi? Au final, autant faire faire par le robot. La valeur de la statue, c'est le storytelling. Bien sûr. Et ça, je pense que c'est un peu le truc que je me pose des questions. Les gens veulent absolument que ce soit artisanat, même si c'est moins bien que le truc qui est fait en Chine et c'est 5 fois plus cher, toi. Ouais, c'est vrai. Mais effectivement, pour une statue, je peux voir l'aspect aussi. De toute façon, t'achètes pas une statue pour son utilité, toi. Ouais, exactement. Une statue pour l'histoire. Ouais. Donc c'est en vrai très particulier comme entreprise et je pense à gérer, ça doit être. Ils avaient pas un truc, j'ai l'impression que tout le monde était dans la même vibe de dev perso là-bas. Se fringuait d'une certaine manière. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une philosophie d'entreprise qui était super forte, en tout cas dans les contenus que je trouvais. Et c'était tellement premier degré sérieux ou c'était un peu second degré Non, c'était premier degré. Premier degré, ouais. Après, je veux dire, on n'était pas. Comment dire? Ouais, si, c'était premier degré, mais après, on n'était pas. C'est pas un culte, ça veut dire. Ouais, non, c'est pas une secte. C'est pas une secte. Tu peux rentrer chez toi. Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr.
Bien sûr. Il y a une goutte de sueur. Il y a un petit point rouge. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est... Je sais pas comment répondre à cette question, mais sinon, par rapport au développement personnel, c'est vrai qu'il y avait cette... Enfin, en fait, on venait tous un peu de cette base-là, quoi. Moi, de base, le contenu que je faisais, c'était sur ça. Florence, c'était pareil. Missor, à l'époque, il y avait aussi ce truc-là. Donc, c'était, je pense, aussi la base. J'ai l'impression que c'était un peu le centre d'une espèce de nouvelle vague sur YouTube. Ouais, exactement. De contenu un peu dev perso masculin qui était nouveau avec une nouvelle approche. Complètement. Vous avez beaucoup à faire ce concept de parler soit du stoïcisme, soit parler de la thérapie du rejet. Souvent, il y a un aspect physique, musculation, etc. qui n'était pas présent. Bah, si tu regardes genre David Laroche, ce que je veux dire, ça c'était la vague avant, un peu à la Tony Robbins, un peu waouh, mais il n'y avait pas cette même esthétique. Par exemple, je trouve que sur toute cette vague, il y a une esthétique, toujours une référence à... Toi, tu as une référence à l'Iliade. Oui, c'est ça. Lui, à Napoléon. Exactement. Mis sur les statues de Napoléon, de Jules César. Il y a toujours ce truc un peu historique. Une vague que je trouvais intéressante, j'ai l'impression qui a été créée en fait en France. C'est un phénomène je l'ai pas vu de cette manière aux États-Unis en fait. Non. C'est vrai que bon après moi personnellement je fouille pas autant le YouTube américain, mais c'est vrai qu'en France t'as raison, je pense que c'était vers 2019-2020 où on a vu certains appelleraient aussi ça la fachosphère, je sais plus comment ils appellent ça, mais le truc un peu connoté de droite. Et c'est vrai qu'en France, ça avait pris une bonne place à cette époque, et toujours un peu maintenant, je pense, peut-être un peu moins, mais ouais. Comment toi tu réfléchis en termes de ta chaîne YouTube, du positionnement? Comment est-ce que tu évolues? Parce que c'est assez dur de vraiment synthétiser la promesse d'une chaîne YouTube quand tu parles de différents sujets. Comment est-ce que tu réfléchis toi, au positionnement que tu peux avoir sur YouTube en termes de l'image de marque, quoi. Quand les gens cliquent sur ta vidéo, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en fait? Ce que j'aime bien, les retours que j'ai sur mes vidéos, c'est en fait ça ouvre les gens à de nouvelles perspectives, ça les fait réfléchir, ils remettent certaines choses en question. Mais en fait, j'ai jamais vraiment cherché à le faire. Et il y a un truc, j'en avais parlé dans ma newsletter il y a pas longtemps, mais je me suis rendu compte que vraiment pendant ces 4 années où je publiais mes vidéos sur Paolo Z, je prenais ça un peu comme une thérapie en fait. C'était quelque chose que j'avais au fond de moi et c'était des doutes, des questionnements, des préoccupations qu'il fallait que je sorte en vidéo et que je balance ça dans des vidéos en fait. Et c'est aujourd'hui justement que je sors moins de vidéos parce que je commence à me poser des questions, à me dire c'est plus vraiment ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. Et qu'est-ce qui fait que t'as plus envie? C'est juste t'as plus envie de façon générale ou t'as un truc particulier qui déjà je ressens plus le besoin de créer comme avant. Et c'est ça. Et maintenant, je ressens un blocage. Je me pose trop de questions à quel type de vidéo je vais faire. Alors qu'à l'époque, je me posais pas de questions. Donc là, je suis dans une période de réflexion à qu'est-ce que je vais faire avec ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que là, récemment, j'ai pris une petite chaîne secondaire où je commence à poster des vlogs. Parce que ça me fait plaisir, je me prends pas la tête et je poste vraiment ce que je veux. Est-ce que vous pensez que c'est valide? Parce que les youtubeurs ont toujours peur de contaminer leur chaîne principale. Exactement, mais oui. Et c'est un truc qui est vrai ou c'est... Ouais, mais carrément, et j'en ai discuté avec d'autres créateurs. Il y a carrément ce truc-là. Et j'y pensais aussi parce que quand tu commences une chaîne YouTube, tu as ce truc-là en fait, tu vas tester plein de différents formats pour voir ce qui va marcher. Mais quand tu as déjà une grosse chaîne YouTube, tu vas plus oser faire ça en fait. Ouais. Parce que t'as trop à perdre, entre guillemets. Et je me retrouve dans cette position-là. Okay. C'est pour ça que tu as besoin d'une chaîne secondaire en fait. Parce qu'en fait, d'un point de vue algo, si tu postes une vidéo sur ta chaîne, tu fais d'habitude 40 000 vues et tu fais 5 000 vues sur cette vidéo, ça va tuer ton algo en fait. La prochaine vidéo va pas être montrée à autant de personnes. Quand tu vas faire une vidéo qui marche, YouTube va montrer celle-là ensuite, mais les gens la regardent pas, ça tue même la vidéo d'origine, etc. Tu peux pas en fait mixer les formats. Moi, j'ai vu des gens qui pouvaient tuer leur chaîne en se mettant à faire des podcasts sur leur chaîne. Tu vois. Ils avaient une chaîne avec des vidéos de 10 minutes, tout à coup, ils se mettent à faire un podcast. Les gens sont en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Ils regardent pas. Watch time et ça tue totalement la chaîne. Donc, tu es obligé de faire une deuxième. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu as une nouvelle idée, tu fais une autre chaîne. Exactement. Une chaîne que tu n'arrives pas à maintenir. Donc, voilà. C'est ça le problème. Parce que moi, j'ai la chaîne principale, j'ai une chaîne secondaire, j'ai une chaîne sur l'IA. Tu vois, ça devient dangereux. Mais, et plus la chaîne du podcast. Donc, tu vois, j'ai en théorie 4 chaînes différentes qui sont en théorie actives. Ça devient le bordel. Mais je pense que le truc d'avoir une chaîne secondaire,
Et un bon truc, parce qu'à la chaîne secondaire, tu t'en fous un peu et tu peux poster des formats et tu peux tester des trucs. Moi, au départ, je testais des formats sur ma chaîne secondaire qui ont finalement bien marché, des trucs de réaction et tout, que j'aurais pas fait sur ma chaîne principale. Quoi. Je me suis dit, ok, ça passe pas. J'avais même des formats, tu vois, au départ, je faisais des vidéos sur ma chaîne secondaire qui étaient des formats où je trouvais que c'était un peu moins bien, mais c'était un peu des formats scriptés. Et les gens comprenaient pas la différence entre les deux. Donc je me dis, ok, bon, du coup, ces formats-là, même s'ils sont un peu moins populaires, je peux aussi les faire sur la chaîne principale. Voilà, je comprends ce que tu veux dire à ce niveau-là. Parle-nous de la Chine. Et de ce que tu veux faire au niveau du chinois et des réseaux sociaux là-bas. Bah, c'est aussi un défi que je me lance justement parce que je ressens plus le besoin de publier sur ma chaîne en français comme je le faisais avant. Et du coup, pour les gens qui savent pas, en fait, j'ai créé aussi une autre chaîne, encore une autre chaîne, mais cette fois-ci, c'est juste en chinois, où je fais soit des vlogs en chinois ou des facecam. Ouais, sur YouTube. Ils ont YouTube en Chine ? Alors, YouTube, en Chine continentale, ils n'ont pas YouTube, mais à Taïwan, ils ont YouTube. Donc là, mon public principalement vient de Taïwan. Et puis moi, j'aime beaucoup Taïwan. Enfin, j'ai fait un échange universitaire là-bas. Avant de venir en Thaïlande, j'étais à Taïwan. Donc ça me plaît aussi de faire des vidéos pour ce public. Et voilà. Mais sinon, en Chine, ils ont d'autres réseaux sociaux que je compte utiliser plus tard. Mais là, ce que je fais, c'est surtout des vidéos pour moi, pour m'entraîner à parler chinois et à penser en fait pendant, quand je parle devant une caméra pendant 20-30 minutes, juste en chinois, et je poste mes vidéos comme ça, et s'il y a des gens qui me suivent, tant mieux. Si j'ai des commentaires, moi ça me fait plaisir aussi de voir un petit coup de dopamine. Exactement, ça fait vraiment plaisir. Et donc là, c'est ce que je fais avec ma chaîne en chinois. Pour un projet un peu plus grand, le défi de devenir une célébrité en Chine. Et donc la première étape, c'est sur un an de faire ces vidéos en chinois sans grandes ambitions de gagner beaucoup d'abonnés, juste pour moi augmenter mon niveau. Une fois que j'ai un excellent niveau, là je vais aller sur les réseaux sociaux chinois et je vais poster des vidéos qui vont, enfin vraiment, je sais qu'ils vont faire du clic. Typiquement, c'est des vidéos des Français ou des étrangers qui réagissent ou qui testent de la nourriture chinoise ou qui font vraiment des trucs typiquement chinois, en fait, ça plaît. Et puis voilà, et puis l'autre partie du plan, ça sera de faire des vidéos qui vont marcher en chinois sur les réseaux sociaux chinois. Je pense que pour beaucoup de gens, devenir une star en Chine, ça paraît être un truc totalement délirant, ambitieux, mais je pense que c'est très réaliste. Parce qu'en réalité, il n'y a pas tant de Chinois d'étrangers qui combinent le fait de bien parler chinois et d'être à l'aise en caméra. Exactement. Tu combines les deux. Et beaucoup de gens qui vivent en Chine me disent, tu as des comédiens un peu ratés aux États-Unis, par exemple, ils se pointent en Chine et c'est des stars, quoi. Ils adaptent un peu l'humour et autres, mais parce que ça les fait marrer, les Chinois, de voir un blanc qui raconte des blagues en chinois, quoi. Exactement. Et donc, de rien, le marché, entre l'offre et la demande, il y a de la place, quoi. Et je pense que c'est totalement faisable. Et puis je le vois là, avec ma chaîne, c'est des vidéos qui sont pas du tout optimisées, que ce soit pour le titre ou même le montage. Et je vois j'ai des commentaires en chinois qui me parlent. Donc moi, ça me fait vraiment bizarre de voir que, même je parle une langue qui est complètement différente de la mienne. Il y a des gens qui me comprennent et qui commentent. Très bon à la langue. Donc je me dis quoi, il y a beaucoup de, il y a un truc à faire. Ouais, il y a un truc à faire. Ouais. T'es déjà allé en Chine continentale ou pas ? Non, jamais. Jamais. C'est très différent de Taïwan. Ouais, vraiment différent de Taïwan. Mais j'aimerais bien y aller. Mais j'irai quand j'aurai vraiment un but, et même au niveau de mon contenu, je sais que je vais pouvoir organiser quelque chose, faire quelque chose de bien. Donc je me laisse un peu ce truc de côté. Et puis surtout, c'est plus compliqué d'aller en Chine comparé à Taïwan. Ah, maintenant, il n'y a plus besoin de visa. Ils viennent mais pendant 15 jours. 15 jours, effectivement. Ouais. À Taïwan, tu peux y rester pendant 3 mois sans visa. Ouais, forcément. Donc, c'est pas mal. Mais ouais. Ça fait combien de temps que t'as commencé à apprendre le chinois ? J'ai commencé à avoir des cours de chinois quand j'étais au lycée. Et après, j'ai continué à la fac. Ok, t'as quand même bien pratiqué. Donc ça fait un moment. Mais le problème, c'est comme toutes les langues qu'on apprend à l'école, c'est en fait, on va apprendre la théorie. Donc moi, en fait, je connais la théorie de la langue. Je peux avoir des conversations basiques. Mais là, ce qu'il me faut, c'est juste pratiquer, que parler, en fait. Et c'est ça qui me bloquait aussi, parce que moi, j'aime bien la langue. Et je me disais toujours, je veux pousser mon niveau un peu plus loin. Mais ce qui me bloquait, c'est que j'avais pas de raison de parler et de pratiquer. Voilà. Mais là, le fait de faire des vidéos,
bah, ça me fait parler tout le temps en chinois. Et ton niveau en termes de justement, comprendre et parler, c'est similaire? Parce que moi, je crois que j'ai un énorme écart. Ouais. Je comprends rien, toi. Et je peux parler, je peux dire ce que je veux, mais ce qui revient, en fait, ils mettent tout ensemble, tous les sons ils se ressemblent. Ah, tu apprends un peu chinois? Ok, ouais. Et bah, en fait, j'essaie vraiment de faire les deux. Enfin, j'écoute plus quand même. Okay. Et que je parle, mais je me concentre vraiment sur ces deux compétences. Okay. L'écriture et la lecture. T'as laissé tomber? Bah, en fait, j'ai fait que ça à l'université. Et je me suis rendu compte que ça t'aide pas à parler chinois, en fait. Non. Donc là, je me concentre que sur parler, écouter. Est-ce que tu vois le pinyin dans ta tête quand tu parles? Ouais. Tu vois le pinyin aussi, pareil. J'ai remarqué justement, si je vois pas un mot, j'ai beaucoup du mal à le reproduire juste au son, quoi. Tu veux dire en pinyin ou juste le caractère? En fait, quand je dois dire un mot en chinois, je vois le pinyin dans ma tête écrit. Ok. Toi, non, t'as pas ça? Non, moins, je pense. Ok. Toi, t'es plus auditif, peut-être. Ouais, je pense, auditif, ouais. Et voilà. Donc, ouais, j'ai quand même un bon background de chinois passif, mais c'est vrai que j'en ai un, quoi. Du coup, ce projet, tu le vois comme une fin en soi et moins comme ce que je pensais que ça allait être, c'est-à-dire un truc pour driver ta chaîne YouTube principale, pour créer du contenu, un défi, etc. Tu le vois comme étant une fin en soi? Ah, si c'est une star en Chine, ils s'en foutent de YouTube français. Là, c'est trop petit, quoi. T'as 60 millions de personnes, qu'est-ce qu'on a à foutre? Il y a 1,5 milliard. C'est genre un quartier. C'est un quartier de Shenzhen. Après, c'est vrai qu'il y a ça. Mais j'allais dire, faire du business en Chine via la création de contenu, je connais pas trop un peu les coutumes, je sais pas comment ça fonctionne. Mais tu te retrouves, c'est leur live où tu montes les produits un par un à tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Bon, ça, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais sinon, en fait, mon projet moyen terme avec ça, c'est de faire une chaîne sur l'apprentissage des langues, mais pour un public français. Ce que j'avais auparavant, mais j'ai envie de le refaire. Mais cette fois-ci avec un vrai fil conducteur. C'est-à-dire que les gens me suivent dans mon parcours pour devenir une star en Chine. Et en même temps, je vais créer des programmes et des méthodes pour apprendre le chinois. Et ce que j'ai envie de faire aussi, c'est au niveau du contenu, faire quelque chose d'assez innovant en France. Parce qu'aujourd'hui, en France, si tu tapes apprendre le chinois sur YouTube, tu trouves que des... Bon, j'ai beaucoup de respect pour les créateurs qui font ces vidéos, mais c'est assez ennuyant le contenu. Ça va être comment se présenter en chinois, comment dire bonjour en chinois. Et je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire, surtout que si on regarde les Américains, je sais pas si tu regardes un peu, Paul, mais il y en a qui font, si tu es intéressé par l'apprentissage, qui font des interviews, qui font des interviews, ou alors qui vont dehors dans des quartiers chinois dans leur ville et qui parlent des gens. Ils forcent des interactions avec des Chinois, et à chaque fois tu vois leur réaction d'un blanc qui parle chinois, et leur réaction est toujours très drôle. Et ça, c'est un contenu très divertissant qui plaît aux gens. Et derrière, ces personnes-là ont un business, c'est-à-dire qu'ils vendent des cours pour apprendre le chinois ou d'autres langues. Et ça, c'est un truc qu'il n'y a pas en France et que j'ai trop envie de faire. Parce que c'est drôle, c'est challengeant pour moi. Et pour le public, c'est hyper divertissant plutôt que de regarder des vidéos de comment se présenter en chinois. Et c'est une promesse qui est assez cool aussi. En fait, tu vas en Chine, tu parles aux gens. Quoi. Exactement. Et tu vois concrètement que si tu achètes le programme, si tu suis le programme, bah, tu vas pouvoir créer des relations avec des gens, avec des Chinois ou d'autres personnes, en fait. Tu crées un lien social avec eux. Je pense que c'est intéressant. Ouais. Et du coup, tu ferais juste sur une chaîne séparée, encore une fois. Ça serait une autre chaîne. Une quatrième chaîne, du coup. Exactement, Et je pense que je vais commencer là à Chiang Mai parce qu'il y a énormément de Chinois. Donc, je vais acheter une caméra exprès pour, c'est la Insta360, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et il y a beaucoup d'Américains qui font ça. Et en fait, donc, ils accrochent à leur sac. Et c'est en 360. Ils vont dans des marchés, dans la rue. Ils parlent avec des gens. Et ça fait des interactions drôles. Et puis après, tu mets sur YouTube. Et voilà. Ça, c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est une très bonne idée. Ouais. Donc, bon, du coup, pour revenir à ma chaîne principale, là, c'est un peu mis de côté, quoi. Parle-moi du fait de devenir l'homme le plus bon du monde. Ok, l'homme le plus bon du monde. Ouais, c'est vrai que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. C'est un objectif personnel d'être une bonne personne. Je saurais pas te dire d'où ça vient exactement, mais c'est-à-dire quoi être une bonne personne, du coup? Très, très basique, c'est une personne gentille qui fait le bien, qui propage le bonheur et le bon, tout ce qui fait du bien aux autres, en fait. Okay. Qui apporte plus de positif que de négatif. Ouais, exactement, que du positif, ouais. Qui donne que du positif autour d'elle. Mais c'est difficile, hein. Je le suis pas encore. C'est très difficile,
Mais ouais, j'essaie. Hein. T'es pas trop dans la spiritualité, toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Et du coup, je reviens sur ce truc, Missor, la vague, etc. Ouais. Ils sont pas trop dedans non plus, en fait. Y avait quand même le côté un peu pour certains, je pense, un peu quand même chrétien. Ok. Mais ouais, c'est tout. Mais je trouve que c'est un truc qui manque. Ouais. Genre en termes de créateur de contenu, je pense qu'il y a un gros truc à prendre pour la personne qui va comprendre comment est-ce que tu inclus la spiritualité. De la même manière où, en fait, il y a une certaine période où les gens ont compris comment inclure la musculation et tout dans le make money, par exemple. Ok. Ah, il y a tout un truc où les gens, genre Andrew Tate, par exemple. Andrew Tate, c'est exactement ça, tu vois. Il te vend du make money, mais il a ce truc, regarde, je suis pas juste un nerd qui fait de l'argent sur Internet, je suis aussi je suis un nerd qui fait de l'argent sur Internet, et aussi un champion de et puis aussi pas le fait qu'il est musulman aussi. Donc du coup, lui, il a inclus. Il a inclus, mais ce que je te dis, Andrew Tate est précurseur. Il s'est converti récemment, et il commence à inclure cet élément-là. Donc tu dois choisir une religion maintenant, là, sur le podcast, tu nous dis... Tu nous dis... On a des propositions. En termes de branding, je pense qu'il y a un truc pour la personne qui peut te parler des vérités plus profondes et à la fois te vendre un autre truc, tu vois. Bah, figure-toi, je crois que je l'ai remarqué quand même avec la chrétienté, ou c'est peut-être aussi avec le contenu que je regarde, mais il y en a beaucoup qui commencent à associer du coup le business, la musculation et la chrétienté. Et moi, je pense que, du coup, t'es peut-être en avance, ils sont en avance là-dessus, mais je pense qu'il y aura un revival. Moi, je vois une opportunité, je vois une vague. Ouais, je pense. Okay. Mais finalement, même, tu vois, je parle de ça, mais même des créateurs de contenu anglophones, avec l'islam, je vois aussi, c'est pareil, islam, musculation et business. Donc, ouais, je pense que c'est une vague qui va arriver et qui sera très grosse. Ouais. Ok, vous l'avez vu ici. Voilà. Je vais te poser sur un truc, je sais pas si on t'a prévu, mais est-ce que y a des idées de business qui te trottent dans la tête que tu n'aurais pas le temps de faire et que tu voudrais partager avec les gens? Peut-être une espèce de donation, tu vois, la boîte des objets trouvés, où tu dis, ce truc-là, il est cool, mais finalement, j'en ai pas trop besoin, que tu peux donner aux auditeurs. Bah, mon problème, c'est que justement, à chaque fois que j'ai une idée, j'ai envie de la faire. Et du coup, on va dire que mes deux idées récentes, là, j'en ai parlé, c'était créer du contenu sur l'apprentissage des langues, mais faire quelque chose de beaucoup plus divertissant que juste de la pédagogie ou parler de la grammaire. Et l'autre truc, c'était avec les camps de boxe thaï. Okay. Mais sinon, là, j'ai pas de... Non, j'ai pas... Parce que genre, tu reprendras les arancini. Ah oui, il y a ça. J'aimerais bien aussi. Ce serait plus tard. J'aimerais bien. T'es allé jusqu'où à ce niveau-là? On avait fait une Dark Kitchen pendant une semaine. Après, on s'est rendu compte. Le contexte là. En gros, juste avec des potes, à un moment, on s'est dit, ce serait trop marrant de faire un restaurant. Et en plus, il y a ce truc de Dark Kitchen qui rend le truc plus facile. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Je peux en parler pour les gens peut-être qui savent pas ce que c'est. Donc en gros, tu fais une cuisine mais qui est pas dans un restaurant et tu livres seulement, c'est ça? Exactement. Et sur Uber Eats, il y a énormément de restaurants qui sont des dark kitchen. T'as pas le restaurant physique, mais t'as quelqu'un dans des cuisines qui fait la nourriture et les livreurs viennent. Et on avait l'impression que c'était très facile du coup, mais la réalité est autre et c'est pas du tout facile. Nous, on avait fait ça pendant une semaine à Nice, juste avec un compte Instagram. On avait un compte Instagram à 5000 abonnés, je crois, et les gens nous appelaient pour commander sur Nice et on faisait des livraisons. On avait fait 1000 euros de chiffre d'affaires la première semaine, mais on s'est rendu compte aussi que c'était... le premier jour, ça marchait très bien, et les autres jours, il y avait beaucoup moins de commandes. Et après, on s'est dit... parce qu'en fait, on n'avait plus le temps de créer du contenu à côté de ça, et notre stratégie, c'était de créer du contenu pour que le restaurant fonctionne. Ouais. Et du coup, après cette semaine, on s'est dit on va faire un financement participatif, on va faire une cagnotte pour avoir un food truck, et comme ça après on pourra faire un tour de France. Et puis comme moi en fait mes abonnés ils sont partout en France, c'était pas juste à Nice, c'est mieux d'aller un peu partout en France. Et c'était la solution la moins chère pour commencer à vendre et à cuisiner. Et en même temps on s'est dit pour communiquer sur la cagnotte, on va faire un voyage en Italie. Parce que nous, ce qu'on faisait, c'est des arancini, donc c'est un plat sicilien. Et il y en a partout, on peut en trouver partout en Italie. Et on s'est dit, on va faire en même temps une aventure de 30 jours, on va traverser toute l'Italie pour goûter les arancini sur notre passage et trouver la meilleure recette. Et on faisait des vidéos en même temps. Et le problème, c'est qu'on a fait les vidéos, la cagnotte, la communication, on a tout fait en même temps. Et du coup, tout n'était pas bien fait, les vidéos étaient
pas top, la cagnotte a pas marché. C'est aussi le business le plus alambiqué du monde. Ah ouais, non, en fait, on va en Italie pour faire une cagnotte, pour avoir le food truck, pour faire le tour de la... C'est genre, comment rendre le truc tellement compliqué, quoi. Je te jure, mais à cette époque, justement, j'avais cette pensée de me dire, plus je montrais que c'était difficile, plus on voudrait soutenir. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, en plus... Il y a un truc beau dans la démarche. Voilà. Et à la base, on voulait le faire en stop. Et on s'est rendu compte que c'était trop compliqué. Avec des tentes, on a fait quelques nuits dehors avec des tentes. C'est ça, j'ai l'impression que vous avez quelques vidéos en Italie, puis c'est arrêté ça. Vous n'avez pas continué tout au bout. Ah si, on a tout fait. On a tout fait, mais du coup, la cagnotte, j'ai mal communiqué dessus parce qu'on a tout fait en même temps. La cagnotte s'est arrêtée. Et moi, quand je suis rentré en France, je me suis dit, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça ? Je me suis renseigné un peu comment faire un restaurant et je me suis rendu compte que c'était tellement compliqué. Moi, ce que je voulais faire, c'était des vidéos et de la cuisine, mais pas gérer un restaurant, lever des fonds, faire des business plans et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Et je me suis dit, bon, bah, pas pour tout de suite, ça va être un projet pour plus tard. Dans mon parcours, je vais sûrement rencontrer des gens qui seront plus compétents que moi. Apporter les arancini en Chine. Mais là, je pense que mon audience me tuerait. L'histoire, c'est belle. Mon audience me tuerait parce que, eux, à chaque fois, ils m'envoient des messages pour dire quand est-ce que tu relances ça. Moi aussi, j'ai envie de goûter. Et si je leur dis que je suis parti en Chine pour les faire, on s'en fiche. Encore une fois, 70 millions qui pleurent, 1,5 milliard qui achètent. Le calcul est vite. En plus, je pense que ça plairait parce que ils adorent la friture et le riz. Donc, c'est vrai. Ouais. Putain, j'avais pas pensé comme ça. Ouais, c'est assez proche de ce qu'ils font déjà, mais italien. Ouais. Bon, on verra. Mais du coup, ce projet est toujours dans un coin de ma tête, peut-être plus tard. Mais c'est plus un projet passion et kiff. Pour le délire, ouais. Voilà. Donc, on va quand même dire aux auditeurs, ne faites pas ça. Voilà. ouais, c'est pas une bonne idée. Écoute, sur ce, on a fini l'épisode. Pour tous ceux qui nous regardent sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube, laissez un like, laissez un commentaire. C'est quoi ton truc? Arancini, je sais même pas comment ça s'écrit. Si vous arrivez à trouver comment l'écrire, écrivez-le dans les commentaires et on saura qui sont les vrais de vrais. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Salut, merci.